Bonsoir. Bonsoir François Bayrou. Avant de vous laisser dans les griffes de nos deux Éric, j'ai pour vous un petit QCM. Figurez-vous. QCM. Mais ça va bien se passer, vous allez voir. C'est un beau principe. À la primaire de la gauche, c'est une petite mise en bouche. Est-ce que vous voterez pour François Hollande, Emmanuel Macron, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon? Ni les uns ni les autres. Messieurs, un commentaire? Ça me paraît normal. Pourquoi? Donc vous ne voterez pas à la primaire de gauche? Ah, sûrement pas, non. Il faut que vous compreniez une chose qui aujourd'hui c'est un peu amphi des esprits. Il y a deux sortes de responsables politiques. Ceux qui acceptent que le pays soit coupé en deux entre ces deux fictions qui s'appellent l'une gauche et l'autre droite, et ceux qui ne l'acceptent pas. J'appartiens à la catégorie de ceux qui ne l'acceptent pas. Et donc la primarisation de la vie politique, le fait qu'on veuille organiser des primaires sous toutes ces formes pour découper la France en deux camps dans lesquels on serait obligé, mis aux ordres de se trouver, est pour moi quelque chose qui ne correspond pas à ce que je crois. Enfin, si j'ai bonne mémoire, vous avez appelé à voter pour Hollande en 2012 quand même. Et alors, c'est pas... donc vous avez choisi un camp quand même? Non, pas du tout. J'ai choisi, et peut-être il faut que vous fassiez ce travail pour y réfléchir. Il ne s'agit pas de choisir un camp. L'élection présidentielle, c'est l'élection d'un président de la République. Et on est au deuxième tour, dans une... Vous savez que j'étais candidat au premier tour. On est au deuxième tour dans une situation où ou bien on accepte ou bien on refuse que le sortant soit reconduit. Et je pensais, avec des arguments qui apparaissent tous les jours plus éclatants, que la reconduction de Nicolas Sarkozy aurait été, pour le pays, quelque chose qui vraiment n'allait pas dans le bon sens, et je choisis les mots les plus doux pour dire ce genre de choses. Et donc, oui, j'ai voté pour François Hollande, mais pour autant, j'ai refusé d'adhérer à un camp. Je me suis même fait battre aux élections législatives pour refuser. Oui, mais vous auriez bien aimé qu'il soit gentil avec vous. Non, pas du tout. Alors justement, c'est la deuxième question. François Hollande réélu pour un second mandat. À chaque instant de ma vie refusé précisément ce que vous appelez les gentillesses. C'est pour ça que vous avez été battu. Bah oui, et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mais vous avez gagné Pau parce que vous êtes revenu dans le camp de la droite. Pas du tout. J'ai gagné Pau parce que je me suis imposé avec une liste qui était totalement centrale, avec des gens de gauche et de droite, et que l'opposition, comme je crois que ça doit être nécessaire, et que l'UMP de l'époque, étant très très bas dans les sondages, a choisi de se rallier à moi. Ça a rien du. C'est pas moi qui me suis rallié, c'est les autres. Et vous devriez savoir que précisément ceci est ma philosophie. Je ne me rallie pas et je peux tout à fait accepter que les autres, au contraire, viennent travailler avec moi. Alors, deuxième question. François Hollande réélu, ça serait une bonne nouvelle, une catastrophe, ni pire ni mieux qu'un autre. Vous ne croyez pas au miracle, à part à Lourdes? Ah non, je crois pas du tout à la réélection de François Hollande, et je ne pense pas que ce serait une bonne nouvelle. Parfait, monsieur. Donc ça sera une bonne nouvelle puisqu'il ne sera pas réélu. Oui. Vous savez que je le lui ai dit. Vous savez que je le lui ai dit depuis très longtemps. Et face à Sarkozy, si on rejouait la même. Oh, vous avez beaucoup de talent. Vous avez un sourire tout à fait convaincant, mais vous ne me tirerez pas dans la valse des si. On va y aller tranquillement. Alors, de quelle déclaration vous sentez-vous le plus proche? Sarkozy, c'est barbe à papa. Ça, c'est Marine Le Pen. Bayrou, c'est le clapotis de la décadence. Ça, vous savez qui a dit ça? Ce n'est pas moi qui me Sarkozy, c'est Sarkozy qui se Jean-Marise. Et si j'y vais, c'est pour gagner. Moi, de quoi vous sentez Si j'y vais, c'est pour gagner. Ouais. Alors, comme François Hollande, c'était facile. mais cela dit, comme Nicolas Sarkozy. Vraiment la dernière. Non, c'est pas vrai, ça aurait
aurait tout à fait pu être. Non, mais là, c'est. Si j'y vais, c'est pour gagner. Là, vraiment, si j'avais été là, j'aurais enlevé la dernière si fois. j'y vais, c'est pour gagner. Mais vous êtes présenté 3 fois Oui. et vous n'avez pas gagné. Et alors? Ah, ben moi je trouve que l'essentiel, c'est de François participer. Mitterrand s'est présenté 3 fois, mais il a gagné à la 3e. Il a gagné à la 3e. Chirac Jacques aussi. Chirac s'est présenté 3 fois. Il a gagné à la 3e. Donc vous avez raté le coche. Pas du tout. Non, je pense pas qu'on puisse rire de tout dans ce genre de choses. Et même je trouve que c'est pas le lieu. Je pense que quand un homme politique croit à quelque chose, il doit être capable de se faire battre pour ce qu'il croit. Ça, je suis d'accord. Il doit refuser, en toutes circonstances, de se rallier, de s'humilier, de passer à des gens dont il considère qu'ils n'ont pas les mêmes options que les siennes. Ah, mais alors du coup, ça nous amène à On Macron. peut avoir des nuances, mais on ne doit pas accepter. Et donc, Je vais justement parler de ça. Excusez-moi, rien n'est plus honorable, à mes yeux, que d'aller au combat, de refuser de se rendre, de défendre ce qu'on croit essentiel, et qu'importe le risque de la défaite électorale. C'était déshonorant. Ben si, vous avez dit que vous avez raté le coche. Excusez-moi. Donc, écoutez vos propres propos. Voilà. Un peu de sarcasme n'est pas méchant. Vous savez, la taquinerie, c'est la gentillesse des méchants, disait Victor Hugo. Oui, mais le Donc, propre du sarcasme, qui n'est pas de l'humour, le propre du sarcasme, pas cette prétention. Qui n'est pas la taquinerie non plus. Bah oui, mais là, c'était une taquinerie. Soyons précis. Alors, et enchaînons. Parlons français. Vous avez subtilement mis la phrase Bayrou, c'est le clapotis de la décadence, parce que c'est Emmanuel Macron qui a dit ça. Qu'est-ce que vous pensez de lui, justement? Il était vexé de ce que j'avais dit, je comprends. Moi, je l'aurais été à sa place aussi. Qu'est-ce que vous aviez dit? J'avais dit que il avait été le principal inspirateur et le principal organisateur de la politique économique qu'avait suivi François Hollande, qu'il a fait voter une loi qui s'appelle croissance, et on est aujourd'hui en croissance négative, on est à moins de 0, et une loi pour l'emploi, et on est avec, au mois d'août, 75 000 chômeurs de plus. C'était pas évidemment extrêmement gentil. Je suis en désaccord avec la politique qu'il a suivie, et je suis en désaccord avec son approche de la politique. Voilà. Pourtant, il vous ressemblait au départ. On comparait souvent à vous, on disait ni gauche ni droite. Mais vous voyez, je suis pas sûr qu'il ait jamais dit ni gauche ni droite, mais moi je suis sûr de ne l'avoir jamais dit. Ça n'a jamais été mon... Non, vous c'est plutôt gauche et droite. Non. Moi, les meilleurs de la gauche et les meilleurs de la droite autour d'une seule partie politique. C'était pas une taquinerie. autre chose. Ah oui. Moi je crois, non seulement je crois, mais j'espère prouver à chaque instant qu'il y a une politique différente qui s'appelle centre, qui a des traits, des caractéristiques absolument différentes de la droite, des droites, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus une seule droite, il y a multiplication de droite. Et des gauches aussi, dans ce cas. Et explosion de la gauche. Absolument. Cependant, il y a une politique du centre, en tout cas, pour laquelle je me suis battu et que je me suis attaché à définir au travers du temps. Et c'est cette politique-là que je suis. Je suis pas dans le ni la double négation, des choses tout à fait à côté de la plaque à mes yeux. D'accord. Je laisse finir parce que c'est le cœur de mon Vous êtes interrogation. très aimable, Eric. Je vous remercie infiniment. Je suis trop bon, je sais. Le problème avec Alain Juppé, et c'est ma dernière question, c'est qu'il n'est plus tout jeune, c'est qu'il sera battu par Sarkozy aux primaires, c'est qu'il ne fait rêver personne, à part vous, François Bayrou, ou c'est qu'il a quand même quelques casseroles, mais comme il a dit lui-même en début de semaine, en affaires judiciaires, il vaut mieux avoir un passé qu'un avenir. Voilà. Oui. Moi, je ne vois pas de problème avec Alain Juppé. Alors, je n'ai pas tout à fait les mêmes idées que lui sur tous les sujets. On a des nuances, on a des différences, mais c'est quelqu'un que j'estime. C'est bizarre, ça n'arrive pas souvent en politique que quelqu'un qui a un socle de voix vienne dire, écoutez, moi, je suis prêt à travailler avec celui-là, avec un autre. Et je suis prêt à travailler avec Alain Juppé, parce que c'est quelqu'un qui, je trouve, est, je vais employer un mot qu'on n'emploie pas souvent en politique, est honorable. Vous comprenez? C'est quelqu'un, quand en tout cas je parle avec lui ou que je travaille avec lui, et ça fait des années que nous nous connaissons. Oui, ça fait 30 ans. C'est quelqu'un dont j'ai toujours pensé
qu'il ne mettait pas son intérêt en premier. Mais quand vous Et dites... que donc, c'était suffisamment rare, et que d'autre part, ah, mon truc est tombé là, et que d'autre part, le choix qui est le sien, et qui est le mien aussi, que pour réformer un pays, il faut le rassembler, ce choix-là est le bon. C'est-à-dire qu'il refuse de passer son temps à mettre le feu aux affrontements entre Français, qui ne demandent qu'à flamber. Hein. Alors justement, en parlant d'Alain Juppé, on a préparé... La savane est sèche. Hein. On a préparé... Donc il refuse de mettre une allumette, je trouve ça plutôt bien. On a préparé un petit sujet pour vous sur lui, c'est la question qui fâche de Dimitri Kefelec. J'ai pour Alain Juppé beaucoup d'estime. C'est quelqu'un qui peut faire du bien au pays. Bayrou-Juppé ou l'histoire d'une alliance. Après 3 candidatures à la présidentielle, François Bayrou, vous vous rangez désormais derrière le meilleur d'entre nous. Et cette première question, ce soutien n'est-il pas d'abord celui d'un anti-sarkozyste? Pendant qu'on renvoie les Français aux Gaulois et les Gabonais au Gabon, on ne parle pas des vrais sujets. Si vous avez comme principal allié celui qui a aidé François Hollande à arriver au pouvoir, est-ce que vous pouvez changer de politique? Non, c'est stop ou encore? François Bayrou a commis pour les sarkozystes le crime ultime qui est d'avoir voté pour François Hollande en 2012. Le vote pour François Hollande, c'est le choix que je fais. François Bayrou, il ne sait même pas où il est lui-même. C'est tellement compliqué. Nicolas Sarkozy, après un bon score de premier tour, s'est livré à une course-poursuite à l'extrême droite dans laquelle nous ne retrouvons pas nos valeurs. Une rivalité ancienne. Au cours d'un débat télévisé en 1999, l'ambiance était déjà quelque peu tendue. Quand Nicolas Sarkozy dit « à nous les baisses d'impôts », tu parles. Lorsqu'on a été au pouvoir, on les a augmentés de 120 milliards. Donc M. Bayrou le reconnaît. Non, il était temps parce que c'est inattendu de la part de François Bayrou. Nous n'avons pas à nous dire, quand tu parles c'est la vérité, quand je parle c'est le mensonge. Et permets-moi de te dire que s'agissant du gouvernement d'Alain Juppé, que tu vises, tu en étais membre et je n'en étais pas. Mais au-delà du rejet commun de Nicolas Sarkozy, quelles sont, François Bayrou, les motivations qui pour la prochaine présidentielle vous poussent à rester sur la touche? Je suis heureux qu'Alain Juppé ait montré qu'il était un homme de volonté, qu'il était un homme de parole et qu'il était, ce faisant, un homme d'honneur. Au fond, il y a une sorte de pacte qui a été scellé entre Alain Juppé et François Bayrou. François Bayrou veut qu'Alain Juppé gagne. Pourquoi vous n'y allez pas vous-même, François Bayrou? Parce que je pense que le moment a besoin de rassemblement et que la candidature d'Alain Juppé offre une chance à ce rassemblement-là. Mais si ça ne se produit pas? Si ça ne se produit pas, je prendrai mes responsabilités. Alors François Bayrou, question qui fâche. Nous confirmez-vous ce soir qu'en cas d'échec d'Alain Juppé à la primaire, vous vous lancerez vous-même à la conquête de la présidentielle? Mais moi, je poserai pas la question comme ça. Il y a un roman de Rudyard Kipling qui s'appelle L'homme qui voulut être roi. C'était vous, à un moment. Vous savez que j'aime beaucoup Kipling. Ben voilà, trois fois candidat à la présidentielle. Maintenant, vous êtes l'homme qui veut faire les rois. 3 fois candidat. Autrefois, 3 fois candidat à la présidentielle. Oui. C'était sur une distance de 7 ans. Non, mais je suis d'accord. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc l'homme qui voulut être roi, maintenant, c'est l'homme qui veut faire les rois. Hollande hier, Juppé demain. Et dans le même temps, vous nous expliquez que vous êtes le promoteur d'un centre autonome que vous voulez incarner, et c'est bien votre droit. Donc là, j'arrive pas à comprendre comment vous résolvez cette contradiction. Comment, à moins que ce soit Sarkozy qui gagne les primaires, vous ne voulez pas y aller, c'est-à-dire vous reconnaissez que Juppé incarne quoi, l'intégralité des valeurs centristes? Je pense que Alain Juppé est aujourd'hui le mieux placé de ceux qui peuvent faire en sorte qu'un rassemblement ait lieu, que la vie politique française sorte de cette ornière dans laquelle elle se trouve, que la vie politique française quitte les excitations du sectarisme, parce que c'est là-dedans qu'on vit, de types qui font semblant d'être du même parti alors qu'ils pensent le contraire sur à peu près tous les sujets, là, nous sommes d'accord. Et qu'il y a dans l'option d'Alain Juppé quelque chose qui nous permet de faire autrement, de nous en sortir, de reconstruire le centre en France, et de faire que les faux semblants disparaissent, qu'on ait une autre approche de la politique. Il est moins partisan que les autres. Je ne dis pas qu'il a
n'a jamais été partisan. Ah bon, Oui. quand même. Non, mais enfin, Il a quand même été secrétaire général du RP. Oui, hein. et Vous l'avez alors enlevé de la bouche. Et alors Non, mais c'est pas une attendez, famille. non, Enfin, mais- il était partisan. non, mais alors jusqu'au bout de la chose. il l'a été, et je me suis confronté avec Eh lui oui, à cette c'est pour époque ça. Je m'en assez souviens. par moments, assez sévèrement, amicalement, mais sévèrement. Je crois qu'il dirait la même chose. Bon, il est moins partisan. On a besoin de gens moins partisans aujourd'hui, à condition qu'ils pensent quelque chose et à condition qu'ils soient en phase avec ce que vous croyez, ce que je crois, ce que aujourd'hui peut-être croit la majorité du pays. Non, mais Eric, la j'entends. question n'était pas si mal posée. Si il ne passe pas la primaire, Eh bien, je Est-ce que- reviendrai vous voir. ah, Tout est bon pour Oui, mais vous venir n'avez pas- revoir Anaïs, candidat. un jeune homme. Et j'aurai quelque chose à vous dire. Voilà. Mais vous n'avez pas répondu que à la j'ai dit. question. Je ne comprends pas comment vous voulez reconstruire un centre en faisant allégeance à quelqu'un Je qui... ne fais aucune allégeance. Si vous... Ma nature n'est pas de faire allégeance. Je crois qu'on a pu même assez souvent me D'accord, mais reprocher en le l'occurrence, ça y contraire. ressemble beaucoup. Pas du tout. C'est-à-dire, je n'y vais Je que suis s'il ne prêt. gagne pas. Je suis prêt à le soutenir. Soutien et allégeance, c'est pas la même chose. Si, parce que vous renoncez à votre propre Alliant, candidature. pas du tout. Oui, enfin, Oui. Bah oui, parce que sans ça, ça n'aurait pas de sens que je me présente contre quelqu'un avec qui je partage un très grand nombre d'idées et de valeurs. Il y a un deuxième tour pour ça, pour le n'aurait- rassemblement, ça marche mais, comme ça. mais le premier tour risquerait d'être détestable pour tout le monde. C'est la discussion tout à l'heure à la et donc- Vous, vous Corbière êtes un et de Roger. pragmatique, oui, contrairement Et donc, à Corbière. Voilà, ouais. c'est la même discussion qu'on a eue tout à l'heure. Voilà, donc pour la gauche. que lorsque quelqu'un est bien placé, aujourd'hui le mieux placé de tous ceux qui peuvent, c'est l'histoire, c'est le hasard, c'est la providence, si vous appelez ça comme vous voulez. Lorsque quelqu'un La se politique. trouve dans cette situation-là, eh bien je trouve moi qu'il est digne de dire je vais lui apporter mon soutien, D'accord. je l'aiderai. D'accord. et vous dites que vous travaillerez avec lui. Oui. Mais dans quel cadre? Parce que, en fait, vous avez dit aussi que vous ne pouvez pas être son Premier ministre, qu'un Premier ministre doit tirer sa légitimité d'un parti. Donc, Sa légitimité, c'est pas le bon mot, mais disons parce oui, parce qu'il est désigné par le président de la voilà. République, c'est la Donc, cinquième. on est donc d'accord. il est légitime. Exactement. Mais la question, c'est que du point de vue de l'équilibre des forces, il vaut mieux que le Premier ministre Soit le chef. l'élection immédiatement passée appartienne au parti le plus nombreux de la majorité. Dans, Oui, mais ça dans dépend. l'équation actuelle. Je vous rappelle que c'est le parti de Nicolas Sarkozy. Je ne suis pas sûr qu'il m'accueillerait avec Oui, un mais enthousiasme donc, dans quel délirant. cadre? mais Comment vous vous avez- Il se travaillez avec lui? tromperait parce que Mais je suis extrêmement aimable. Mais Mais ça, tout le monde le sait. Moi, j'aimerais vous dire qu'il n'est pas sûr que les dispositions, c'est pas à vous que je vais apprendre, que les dispositions partisanes pourraient changer au cas où nous aurions Juppé face à Marine Le Pen et qu'une partie importante de la gauche rallie. Voyez-vous, Ne faites Éric pas comme Zemmour. moi. Je sais que vous avez compris ce que j'ai dit, mais laissez-moi Voyez-vous. finir ma phrase. Donc, si vous prenez mes défauts, je veux dire, ça ne sert plus à rien. Non, ne faites pas ça, surtout. Donc, je plaisanterai mis à part, je finis ma phrase. Si une partie de la gauche importante ralliait évidemment Alain Juppé contre Marine Le Pen, c'est ce qui est arrivé au régional pour Estrosi et Bertrand. Et donc, dans ce cas-là, vous seriez au contraire le point d'équilibre entre toute cette majorité juppéiste. Eh bien, voyez-vous, Éric Zemmour, je n'y avais jamais pensé. C'est incroyable. C'est la première fois Trop de fort. ma vie que cette perspective Mais oui, m'apparaît. Vous m'avez Mais je suis là pour ça. Vous m'avez ouvert On avait des dit pas de horizons. sarcasme. Et Vous 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 voyez, souvenez, c'était il y a 10 minutes. voyez-moi des quand horizons. vous taquinez, je le prends bien. C'est ça Oui, la mais parce que différence. je dis du bien de vous. Et Vous- voilà, bien Voilà. sûr. Je dis pas, vous avez raté le coche, vous vous êtes planté. Non, mais vous vous je foutez de moi, dis, donc c'est pareil. Mais moi, j'admets, parce que je sens bien qu'il y a je une dis, pointe vous d'affection êtes là-dedans. très intelligent, et ma foi, On m'a j'avais déjà fait jamais celle-là. pensé à ça. Bon, alors Voilà. maintenant, vous allez Mais Sérieux. je ne dis pas que ce soit absurde ce que vous Non, mais dites. évidemment que c'est pas absurde. Alors, une autre chose qui n'est pas absurde selon moi, mais qui va plus vous agacer. Quand vous dites tout à l'heure, vous claquez Macron, j'ai bien compris, sur c'est l'homme de la banque, l'homme de l'argent. Moi, j'ai moi-même écrit que c'était les habits neufs de la classe dominante, donc on est d'accord sur le diagnostic. En revanche, il y a quelque chose que je ne comprends pas, et même que je n'admets pas, c'est quand vous lui faites le reproche d'avoir être à l'origine de la politique économique de Hollande, et que, par exemple, vous lui reprochez, comme d'autres d'ailleurs à droite, d'avoir augmenté considérablement les impôts. Et vous faites semblant de ne pas voir qu'ils ont fait ça pour se mettre dans les clous des 3% de Maastricht, vous le savez très bien,
qu'ils ont fait ça pour justement être les bons élèves de l'Europe, contrairement à Sarkozy, vous vous souvenez, qui était venu en 2007, qui avait insulté tout le monde et qui leur avait dit qui c'est ce con et tais-toi, c'était Sarkozy dans le texte. Et plus profondément, vous avez un problème, selon moi, qui est majeur depuis 20 ans. C'est que vous nous expliquez qu'il y a la droite, il y a la gauche, et que vous en avez assez de la droite et de la gauche, et que vous voulez faire la politique du centre. Sauf que, depuis 25 ans, depuis Maastricht, la droite et la gauche font la même politique, qui est celle du centre, c'est-à-dire celle de Bruxelles. Donc vous ne pouvez pas venir nous dire ces abrutis de droite et ces méchants de gauche font une politique idiote, alors que cette politique idiote, c'est la vôtre. Ou plutôt, c'est celle de Bruxelles et c'est celle que vous soutenez depuis 25 ans. Bon, tout est à peu près faux dans ce que vous dites. Ah bah non, tout est à peu près vrai. Alors, je vais essayer... Vous ne pouvez pas dire que c'est faux, il faut argumenter. Je vais essayer, je vais argumenter, bon. Je suis là pour ça. L'erreur fondamentale qui est la vôtre, depuis longtemps, c'est de faire croire que nous en sommes où nous en sommes à cause de l'Europe, de la mondialisation, de Bruxelles, à cause de cela. Qu'est-ce qui est marquant dans la situation de la France? Éducation en capilotade, catastrophe éducative, fiscalité excessive, incapacité à trouver une place respectable et simplifiée pour l'entreprise, prolifération administrative, perpétuelle ambiance de défiance à l'intérieur du pays, débat vous avez oublié l'endettement. Simpliste. Non, j'y viens après. Ah bon, d'accord. Débat simpliste. Tout cela, il n'y a pas un seul de ces chapitres dans lequel la mondialisation, ni Bruxelles, ni l'Europe n'est la moindre responsabilité. Vous pouvez dire c'est faux, mais moi je maintiens que c'est vrai. Démontrer. Non, vous n'allez pas me le démontrer parce que c'est vrai. L'éducation, Bruxelles n'y est pour rien et l'Europe n'y est pour rien. C'est faux. C'est faux. L'éducation depuis 30 ans... Éric Zemmour, est-ce que vous me laissez finir? Oui, mais d'accord, mais donc l'éducation n'applique rien du tout. Si les directives de l'OCDE, de l'Union européenne, et qui sont toutes les mêmes, c'est toutes les mêmes partout, Monsieur Bayrou, je vous le démontre quand vous voulez. Mais vous pouvez me démontrer ce que vous voulez. Je suis enseignant, j'ai été parent d'élèves. Mais pourquoi vous pouvez dire des choses pareilles? Parce que c'est pas vrai. Je vous connais depuis 30 ans, vous étiez déjà plus prof. J'ai été ministre de l'Éducation nationale pendant 4 années. Je connais un tout petit peu mieux le système éducatif que vous, excusez-moi de le dire. Eh bien donc, écoutez-moi, pas une seule des décisions qui ont été prises en France... Allez-y. Pas une seule des décisions qui sont prises en France dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la formation professionnelle, si important, dans le domaine de la situation de l'entreprise, pas une seule de ces décisions ne vient d'ailleurs, ni de Bruxelles, mais vous pouvez dire non, c'est comme ça, ni de Bruxelles, ni de Berlin, ni de la mondialisation, ça vient de chez nous. C'est pas vrai. L'abolition des frontières, ça ne vient pas de chez nous. Plutôt, c'est les politiques qui se sont soumis à ces règles. Les négociations commerciales, ça ne vient pas de chez nous. Ou plutôt, c'est la France qui s'est soumise à l'Europe qui a négocié. Arrêtez de dire ça. La monnaie unique, ça ne vient pas de chez nous. Mais comment vous pouvez dire ça? On a même eu un référendum en France pour adopter la monnaie unique. Le peuple français a choisi et les élus français ont choisi. Comment vous pouvez proférer... C'est une politique qu'on a acceptée. Je suis d'accord. Je ne dis pas le contraire. Et que notre pouvoir a accepté, mais ne dites pas que ça nous tombe, c'est uniquement nous qui sommes responsables. Des insanités pareilles sans faire attention. Réfléchissez une seconde. Posons le problème autrement. Non, attendez, je finis. Le problème du projet, l'orientation du projet européen de la France a été choisi par des dirigeants français. Oui. Adopté par le peuple français, une fois, y compris le général de Gaulle. Une fois pour la monnaie unique. Y compris, mais dites pas une fois. Si, une fois pour quand elle a refusé, franchement, tous les députés se sont assis dessus. De deux choses l'une, ou bien on va s'arrêter, ou bien on va avoir une conversation intelligible. Le peuple a choisi en 92, il a refusé en 2005, et les élus se sont assis dessus. Je regrette pas, je m'en moque. À m'interrompre. Mais je suis désolé. Je veux finir mes phrases. Mais je vous laisse finir vos phrases. Non, mais regardez, vous donnez ce spectacle déplorable des gens qui parlent les uns par-dessus les autres. Donc, excusez-moi,
peut-être ça vous embête, mais j'affirme que ce sont des décisions françaises qui, sur tous ces sujets et sur le sujet du projet européen, ont créé la situation dans laquelle nous sommes. On peut être en désaccord sur le projet européen, et moi je crois que c'est essentiel. Vous savez, lorsque le général de Gaulle est revenu au pouvoir en 1958, on avait voté ou adopté le traité de Rome en 1957, quelques mois auparavant. Et on va d'ailleurs en fêter l'anniversaire dans des circonstances, bon, qui ne sont pas très gaies. On a, et vous savez que le général de Gaulle s'était opposé au projet européen sur la défense européenne. On peut discuter éternellement pour savoir s'il avait tort ou raison, mais la question est là. Et quand il arrive au pouvoir en 1958, ses conseillers lui apportent une décision à signer indiquant qu'on sort du traité de Rome, c'est-à-dire du marché commun. Le marché des 6 pays qui allaient désormais avoir un marché commun, ce que vous appelez l'abolition des frontières. Et le général de Gaulle... Le marché commun des 6, vous avez précisé. Oui, et le général de Gaulle, donc la décision c'était on en sort. Le général de Gaulle a pris son stylo et il a écrit en marge cette phrase formidable. Il a écrit « Non, point, ils sont forts, mais ils ne le savent pas ». Tout ça parce que des hommes politiques majeurs, Mendès France, avait refusé. Était un des 7 qui avait voté contre. Il était monté à la tribune pour dire que la France ne pourrait pas résister à l'Allemagne. Et je regrette de dire qu'en 2001, il y a à peine 14 ans, la France est très au-dessus de l'Allemagne. Elle vient de se réunifier, monsieur Bayrou. Et de très loin. Elle vient de se réunifier. Tout le monde dit l'Allemagne, c'est l'homme malade de l'Europe. Elle vient de se réunifier. Et la France est dans la croissance et avec un chômage qui est au-dessous de 7%. On en rêverait aujourd'hui. Simplement, un certain nombre de décisions catastrophiques sont prises, sur les 35 heures en particulier, qui entraînent. C'est extraordinaire, il faut regarder les courbes. Les courbes, ça s'améliore jusqu'en 2001. Et en 2001, ça se casse, et toutes les courbes, c'est indiscutable, vous avez raison. Le chômage, le commerce extérieur, toutes ces courbes déclinent. Moi, M. Bayrou, 2001, pour moi, c'est une autre date. C'est une autre date. C'est le début de la monnaie unique. Et ce n'est pas un hasard pour moi. Il n'y a pas que les 35 heures. Eh bien, je crois la conjonction des 35 heures et de la monnaie unique, c'est la nitroglycérine. Je crois que vous vous pour l'industrie française. On n'aura pas d'accord, ça ne veut pas dire que je me trompe. Excusez-moi de vous dire que depuis des mois, grâce à la politique que fait la Banque centrale européenne et grâce à M. Draghi, ce que vous appeliez de vos vœux, c'est-à-dire la baisse de l'euro par rapport au dollar, se réalise, on a baissé de 15%. Vous avez raison. Et cependant... D'ailleurs, ça va mieux pour les industries françaises. Oui, il y a moins de destruction d'emplois. Oui, enfin bon, il suffit de voir les statistiques. Oui, le problème est que la France n'a pas résolu ses problèmes. Vous dites qu'elle n'a pas, comme l'Allemagne, engagé les réformes courageuses qu'elle aurait dû engager. Mais ça, c'est le lieu commun de toute la presse française. Moi, je n'ai pas le fanatisme de ces mots. Merci, moi non plus. Non, mais c'est pas ça le problème. Et donc, moi, je pense que... quand même. Permettez-moi de reprendre la liste très vite. Éducation, ça c'est notre question. Formation professionnelle, ça c'est notre question. Situation de l'entreprise, c'est notre question. Prolifération administrative qui fait qu'on passe son temps à accabler les gens, tous les familles, d'exigences administratives, de formulaires auxquels personne ne comprend rien. Et je pourrais ainsi allonger. Ce sont les sujets français qui sont la question du pays. Pas du tout, à mon avis, la question de l'Europe, ou beaucoup moins qu'on ne croit. Mais c'est pas parce qu'il y a une question européenne qu'il n'y a pas de question française, monsieur Bayrou. Non, parce qu'il n'y a pas de question européenne. Vous comprenez ce que je dis? Mais pour moi, la question française est première. C'est pas mal de le dire. Parce que chaque fois que vous écrivez, vous faites croire que la question est européenne. Mais elle est aussi européenne. Si. Aussi. Parce que la périphérisation de la France est européenne. Mais la périphérisation, je regrette de dire... Excusez-moi. La Grande-Bretagne vient de sortir. Eh ben oui. La périphérisation de la France, elle se trouve annulée. La France devient l'un des deux... Si je peux enfin poser ma question. La France devient l'un des deux pivots avec l'Allemagne de l'avenir de l'Europe. Avec votre ami de 30 ans. Il n'empêche que le projet européen ne cesse de s'étioler dans les faits et dans les têtes, et que curieusement, c'est quand même assez absent de la campagne, par exemple, de la primaire des Républicains. Oui, trop à mon avis. C'est parce qu'aucun d'entre eux n'ose en parler. Mais moi, je vais vous en parler. Mais voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. Je pense qu'aucun des sujets
si terribles que nous avons devant nous. Par exemple, les sujets qui tiennent au commerce international, au fait que la Chine s'est arrogée ou s'est dotée d'avantages considérables dans le commerce international et que certains voudraient lui en donner plus. Par exemple, les Britanniques, qui sont en train, derrière le Brexit, il y a l'idée que la Grande-Bretagne pourrait être la tête de pont avancée en Europe. Mais Monsieur Bayrou, du et commerce le commerce sans international, c'est pas l'Europe qui négocie pour tout le monde? C'est pas l'Europe qui a accepté que la Chine rentre dans l'OMC? Excusez-moi. Non, ça, c'est pas l'Europe, ça. Oui, et s'il y a des choses à changer, je suis pour les changer. Je ne dis pas que mais voilà, par exemple. Je dis pas que l'Europe a tout accepté. Mais en effet, voilà, certains en Europe, c'est vous-même qui l'avez. Certains en Europe voudraient que l'on accepte tout. Mais on a déjà accepté tout parce qu'on les a laissés rentrer dans l'OMC. Oui. Ils nous ont détruit des millions d'emplois. Et donc, à côté, le Code du travail, c'est de la rigolade. Oui, enfin, moi, je ne parle pas comme ça. Ils nous ont détruits. Nous sommes laissés détruire les emplois. Mais à cause de l'Europe. Et ils sont dans une très grande difficulté. Cependant, les Chinois, la République de Chine se trouve dans une très grande difficulté sociale, environnementale, et elle va rencontrer de très grandes difficultés. L'Europe n'a qu'à se battre avec ses propres armes, comme les États-Unis se battent avec leurs propres armes. Mais la grande différence entre ma thèse et la vôtre, c'est que l'Europe peut se battre avec des armes, la France est désarmée. Mais Monsieur Bayrou, l'Europe a été inventée pour se soumettre aux États-Unis. C'est le projet initial de Monnet. Mais enfin, c'est le b.a.-ba aujourd'hui, on le sait tous. Et c'est pour ça que les Américains, contrairement à ce que nous ont dit les centristes, ne sont pas contre l'Europe. Ils sont pour l'Europe. Vous avez écrit dans une interview récente au Figaro quelque chose qui est franchement impossible à soutenir. Vous avez écrit que ce que les États-Unis ont fait pour libérer l'Europe du nazisme, c'était pour leur intérêt de marché. Oui, eh bien, je dis que devant ceux qui sont morts chez nous, vous devriez retirer ces propos. Je retirerai rien du tout parce que c'est la réalité. Impensable que quelqu'un qui a de l'écho dans la société française, de la culture aussi, qui est marquant par ses propos, puisse aller dans le sens de la thèse la plus complotiste qui existe. Il n'y a rien de complotiste là-dedans, ils défendent leurs intérêts. Qui prétend que les États-Unis qui ont fait tant de sacrifices pour nous sauver, parce que c'est eux qui sont venus débarquer. C'est les Russes qui nous ont sauvés. C'est pas vous. Oui, enfin. C'est pas les Russes qui ont débarqué en Normandie. Oui, mais s'il n'y avait pas eu les 20 millions de morts, ils n'auraient jamais cassé la machine de guerre allemande. S'il n'y avait pas eu... Et M. Bayrou, si les Américains ne nous avaient pas empêchés avec les Anglais de détruire l'Allemagne après la Première Guerre mondiale, on n'aurait pas eu la Seconde Guerre mondiale. Franchement, l'obsession, la dérive obsessionnelle... Mais il n'y a pas aucune dérive obsessionnelle. Dans laquelle vous êtes... Mais je ne suis pas d'accord avec vous. Historiquement, j'ai quand même le droit. Ce n'est pas une dérive obsessionnelle. Excusez-moi. Je ne vous insulte pas, moi. Je ne vous dis pas que votre Europe est obsessionnelle. Arrêtez. Vous ne parlez que de ça. Et on va revenir, notamment, Eric, s'il vous plaît, je vous en prie, au débat de demain qui a lieu entre les différents prétendants à l'investiture. On monte d'un étage. On monte d'un étage. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Donc, qu'attendez-vous de ce... Oui, c'est un virage assez élégant, vous l'aurez noté, négocié. Oui, élégant, c'est une... Que pensez-vous de ce débat? Au moins, tu nous as réconciliés, t'as réussi ça. Voilà, je veux bien prendre les balles moi-même. Alors, allons-y. Que va-t-il sortir de ce débat? Qu'en attendez-vous? Voilà, c'est dit. À peu près comme moi. Je n'en sais rien. Je trouve cette primaire à bien des égards ridicule. Je suis contre, je l'ai dit, le principe des primaires. La manière dont on va faire dialoguer des gens qui vont avoir la parole 1 minute chacun. Cela dit, ça vaut peut-être mieux que le débat qu'on a vu avec Trump et Clinton. Non, mais moi je suis pas d'accord. Ah bon? Non, au moins ils s'affrontent, voilà, c'est tout. C'est peut-être vulgaire, mais ils s'affrontent. Non, moi je suis assez d'accord avec Bayrou, là. 1 minute chacun, c'est grotesque. Voilà. Et donc, je crains qu'il n'y ait pas grand-chose qui en sorte. Je pense que le débat important sera entre les 2 tours, si débat entre les 2 tours il y a. Entre Juppé et Sarkozy. Entre Juppé et Sarkozy. C'est vrai. Là, il y aura un débat important. Le débat du premier tour, je ne vois pas très bien ce qui peut en sortir. Cela dit, je souhaite qu'il en sorte le meilleur. J'aimerais bien
qu'à un moment donné, on ait l'impression d'un peu d'oxygène dans la vie politique française. Mais ça va devenir de plus en plus délétère, là. C'est-à-dire comment une réconciliation après est possible entre des gens qui vont se castagner en étant c'est la politique. Non, c'est plus profond que cela. Bon, on se souvient de Copé-Fillon quand même en 2012. C'est plus profond que cela. Moi, je ne crois pas, enfin je crois, tout montre qu'il y a au sein de la droite française un affrontement radical, au sens de racine du terme, entre deux visions, peut-être plus. Mais c'est toujours les bonapartistes et les orléanistes en même temps. Oui, enfin, je ne sais pas bien. Moi, je ne me suis jamais reconnu dans cette différence-là, parce que je ne me reconnais dans aucune on pourrait parler d'autre chose, voilà. en fait. Et donc, c'est intéressant. Les deux droites fondamentales, c'est intéressant. Nolo va avoir la parole, parce qu'il l'a Oui, dit. Mais comme tout le monde se fout de on est en train de discuter de quelque chose dont tout le monde se fout. Et donc, voilà. Donc, moi, en tout cas, si il pouvait se faire le miracle, vous avez dit qu'il m'arrivait de croire au miracle, que ça prenne un peu de hauteur, j'aimerais ça, de hauteur, de spontanéité, de rire, d'intelligence, d'authenticité. Mais là, c'est plus du l'ordre du miracle. Voilà. C'est carrément la résurrection. Franchement, comme moi, je ne m'intéresse absolument pas à ce débat, je voudrais quand même évoquer avec vous quelque chose qui me semble quand même plus fondamental, qui engage les valeurs de la France, celles de l'Europe. Ce qui se passe actuellement en Syrie, via la Russie. On a appris hier que voilà, M. Poutine ne se sentait pas le bienvenu, qu'il annulait sa visite. Moi, je vous demande, en tant que Français, en tant qu'Européens, quelle attitude il faut avoir avec M. Poutine, avec la Russie, qui est coupable et actrice de crimes massifs contre l'humanité et de crimes de guerre. Moi, ça me paraît quand même plus fondamental, je regrette, de briser un peu le déroulé de l'émission, que le débat entre les 7 prétendants à la primaire des Républicains. C'est une question que je trouve très lourde. Alors, on va prendre quelques phrases. Qu'il y ait aujourd'hui en Syrie des choses épouvantables, je n'ai aucun doute que c'est vrai. Que Poutine ait décidé d'entrer dans le conflit contre Daesh & Co. Oui, enfin là, c'est pas vrai. Daesh qui est bombardé, là. C'est vrai. Bon, c'est qui alors À Alep, il n'y a pas de combattants de l'État islamique dans Alep. Enfin bon, c'est les mêmes, c'est Al-Qaïda, c'est pareil. Bon. C'est pour ça qu'il a dit Enco, on est d'accord. On va savoir. Tout ça est vrai. Est-ce que nous pouvons entrer dans un conflit avec la Russie de long terme? Moi, je pense qu'il faut être très prudent en face de cette perspective. Je pense que la perspective historique de l'Europe, c'est d'avoir avec la Russie des relations qui soient des relations authentiques, dures, franches quand il faut, mais qui ne soient pas des relations systématiquement conflictuelles. D'accord, mais à quoi consisterait la franchise alors ? Parce que nous allons, dans cette affaire-là, faire courir de très grands risques à l'équilibre du continent européen et à l'équilibre du monde. De même que je n'ai pas du tout approuvé que François Hollande annule sa visite en Pologne, parce qu'on ne peut pas être contre la Pologne, contre la Russie, contre l'Europe de l'Est, contre... Où est-ce qu'on va ? Non, mais là, ce sont des populations civiles qui sont écrasées sous les bombes. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est ce que je vous dis. Vous me dites la franchise, d'accord, mais en quoi consisterait la franchise envers les Russes ? Évidemment qu'on ne va pas aller envahir la Russie ni bombarder Moscou. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, selon vous ? Oui, je pense que l'Europe devrait avoir une présence plus concertée entre elles, et une présence qui vise, en effet, à des corridors humanitaires pour qu'on puisse sauver les populations civiles. Mais moi, par exemple, je n'ai jamais approuvé l'idée qui était celle concomitamment de Nicolas Sarkozy, le premier, de François Hollande, le second, et d'Alain Juppé, le troisième. Les trois étaient d'avis de bombarder la Syrie. Je considérais, moi, que c'était une folie. Il se trouve qu'il y a en Syrie une mosaïque de minorités dont les minorités chrétiennes ne sont pas les mêmes, et je n'ai pas envie de faire litière de leur existence. Et donc, il y a là quelque chose, nous avons mis le monde dans une situation effroyable à la suite d'un certain nombre d'interventions dont certaines étaient françaises. Et l'intervention américaine en Irak. En Libye, l'intervention américaine. Je vous rappelle que je suis monté à la tribune pour soutenir Chirac alors que j'étais dans une situation assez conflictuelle avec lui, contre mes propres amis, qui tous étaient pour qu'on aille avec les Américains. Et je suis monté à la tribune pour soutenir ce refus de la France. Vous me ravissez. Et je suis... Non, c'est pas ironique du tout. Plaisanterie mise à part, là, je plaisante pas, c'est pas du tout ironique. Je ne me moque pas.
c'est très sérieux. Vous me ravissez pour 2 raisons. D'abord sur le fond, parce que, comme vous le savez sans doute, je suis tout à fait 1000 fois d'accord avec vous. Et quand j'ai pu écrire sur ces sujets-là, j'ai dit la même chose en moins bien que vous. Mais surtout sur les conséquences qu'il faudrait en tirer. Parce que quand vous nous dites l'Europe doit avoir une position de rapprochement avec la Russie, vous parlez d'or. Sauf que l'Europe, comme vous dites, c'est-à-dire Bruxelles, fait exactement le contraire, parce que l'Europe, comme vous dites, c'est-à-dire Bruxelles, est assujettie à Washington. Attends, attends, c'est important ce que je dis. Non pas la France et l'Allemagne, vous comprenez ce que je veux dire. Bruxelles, l'appareil bruxellois. Deuxièmement, quand vous nous dites l'Europe, quelle Europe? La Pologne, vous comme moi, on connaît l'histoire de la Pologne, c'est une histoire tragique, ils ont été découpés en morceaux par les Russes et les Allemands, et c'est normal qu'ils aient peur de la Russie. C'est tout à fait normal, vous êtes d'accord avec moi. Donc nous, on n'a pas la même histoire, au contraire, ça a été notre allié de revers pendant ils nous ont sauvés en 14 donc, et en 40. Donc c'est pas la même histoire. En 14, 42. En 14, oui. On tient 17 pas. moyen. Mais en 14, on tient pas à la Marne s'il n'y a pas les Russes qui bloquent une partie de la Marne. Mais bon, bref. Toi, entre parenthèses, je vais faire encore hurler Bayrou, mais quand tu dis crime de guerre, bombardement de civils, les Américains à Dresde et Hiroshima et au Vietnam, ils font je suis entièrement d'accord. Signe où tu veux. D'accord. Bon. Donc, il y a un vrai problème qui est, l'assujettissement de l'appareil bruxellois à Washington, et 2, la différence tout à fait naturelle d'intérêt des États-nations européens, d'histoire des États-nations européens. Les Allemands font du commerce avec les Russes, vous avez compris. Je ne suis d'accord avec rien de cette dernière affirmation. Que la réponse peut être courte? Oui, mais elle va être nette. Allez-y. Courte et nette. Il n'y a pas d'assujettissement bruxellois parce qu'il n'y a pas de Bruxelles. Il n'y a pas de politique européenne. Il n'y a pas de politique bruxelloise. Il y a une absence de politique bruxelloise. Mais c'est normal, c'est leur philosophie. Non mais, alors ne dites pas le contraire. Mais si, leur philosophie, c'est justement ne rien faire, le droit et le commerce. Donc on se couche devant Washington qui dirige. Excusez-moi, non. Il n'y a pas d'assujettissement, il y a une absence. Et deuxièmement, cette absence, elle vient de quoi? Elle vient de ce qu'il n'y a pas de voix de la France. Parce que, sur les 2 quinquennats successifs, je vous rappelle que Nicolas Sarkozy était allé à Washington dire que Chirac avait tort. Absolument. Alors qu'il était membre du gouvernement. Vous avez tout à fait raison. Dans des termes qui ont fait que, en tout cas moi, à la place du président de la République de l'époque, j'en aurais tiré les conclusions immédiates. Sur les dernières années, la France a été absente. Il ne peut pas y avoir de politique européenne s'il n'y a pas une proposition française forte. C'est-à-dire s'il n'y a pas un président de la République française, car c'est de lui que dépend la politique internationale, s'il n'y a pas un président de la République française qui sache où il va et qui ait la force ou la puissance de le dire. Vous croyez encore dans l'Europe des 6 au temps du général de Gaulle, où l'Allemagne était coupée en 2, où c'est la France qui dirigeait? N'en déplaise à M. Zemmour, les 2 problèmes sont les crimes de guerre russes en ce moment et l'annexion de la Crimée, c'est-à-dire d'une partie d'un État souverain. Mais la Crimée, ça appartient à la Russie. On ne va pas repartir dans un débat géopolitique, messieurs. Merci beaucoup, M. Bayrou, d'être venu sur le plateau. Car non, vous ne faites pas ce que vous voulez. Je suis le père Fouras, transgenre, et c'est moi qui gère le temps ici quand même. C'est le moment d'accueillir notre chroniqueur, Tanguy Pastureau, qui, alors c'est un peu ratatine la semaine politique, à coup de photos non truquées. Tanguy, c'est à vous. Je suis heureux de vous retrouver, ma belle paire d'Éric et Madame Bouton. Mais oui. Le dernier Zemmour-Enolo, c'était début mai. 5 mois de vacances, on s'est farci. Pour vous dire, j'ai un ami qui bosse à la préfecture qui m'a dit, toi mon pote, t'as la belle vie. Enfin là, ça y est, c'est reparti. Fin de la saison, le 7 novembre. Alors bien sûr, nous nous sommes tous revus il y a un mois pour la photo de rentrée. Et cette année, regardez, la parité est totale. Il y a 2 femmes, 2 hommes, tous blancs. Et à gauche, une personne de couleur, Éric Zemmour, qui a bien profité de son été dans les dunes du Cap d'Agde. Il a rencontré des Allemands, des Anglais, donc maintenant il est pour l'Europe. Du point de vue des dermatologues, ça c'est une radicalisation express. Alors cette semaine, Karine Le Marchand, animatrice de L'amour est dans le pré, s'est lancée dans l'interview de politique.
avec Bruno Le Maire qu'elle a essayé de traire un réflexe. Le maire avait l'air content, mais le tournage a été interrompu. Alors méfiez-vous, hein, monsieur Bayrou, vous qui êtes à la base éleveur, si elle confond ses émissions, elle va essayer de vous refiler 3 vieilles filles qui n'ont pas vu de loup depuis 82, ni même un petit renard. Alors cette semaine, Michel Sapin, le ministre qui gère les finances du pays, ce qui n'est pas compliqué vu qu'il nous reste 14,20 €, s'est rendu au mondial de l'auto. Et c'est une révolution au niveau de la sécurité routière puisque c'est la première fois qu'un sapin rentre dans une voiture sans qu'il y ait un accident. Cette semaine, Juppé, le T-Rex de la 5e République, a visité un salon du manga où il a croisé, regardez, la fée Clochette, qui en 2016 est gaulée comme Zaya. Je pense que même Blanche-Neige a des implants mammaires. Alors Juppé a dit à Clochette, salut bébé, moi j'ai 70 piges, mais j'ai la pêche, hein. Je vieillis pas, je suis Peter Pan. Veux-tu voir la plume de mon chapeau, hein, la base électorale de Juppé, regardez, ce sont des filles déguisées en chat avec de la fourrure. Jamais on n'aurait pensé voir ça un jour sans prendre avant du LSD. Juppé a établi son QG de campagne à Disneyland dans la hutte de Porcina. Alors cette semaine, les Gigi, un jeune avec Juppé, ont fait la fête à leur idole. Et alors, ils ont tout un attirail, des chapeaux, hein, qui donneraient l'air con à un détenteur d'un bac plus 18, des gros doigts Alain Juppé, hein, c'est le candidat des proctologues, et plein de ballons. Voilà, c'est la première boum organisée par un senior hors soirée de Jean-Luc Lahaye. Alors, Juppé est tellement à la mode que des gamins, mais c'est fou, hein, portent des pulls I love Péju. Un Juppé en verlan. Wow. C'est plus facile à faire qu'avec Kosciuszko Morizet. Péju, mais c'est trop un ouf. Il a Ken Hollande en 7102, c'est 2017 en verlan. Hein. Péju, mais c'est candidat qui chire des tarasses. Hein. Bayrou en verlan, ça fait Roubaix, c'est déjà pris par une ville. Pas de bol. Adieu le pull. Adieu le pull, tant pis. Cette semaine, Karine Le Marchand a déclaré Nathalie Arthaud, je ne sais pas qui c'est. Hein, c'est pour ça qu'on aime cette présentatrice, c'est parce qu'elle est comme nous. Cette semaine, Nicolas Sarkozy, un chômeur qui se bat pour retrouver son emploi, a tenu un meeting au Zénith de Paris où il a fait parler Barouin, l'homme à la voix la plus érotique du monde. Après, ils ont tous fini aux chandelles, super excités. Et alors, c'est fou, mais regardez, les fans de Sarkozy derrière portent toutes des lunettes. Hein, du coup, elles vont lire son programme, il est mal. Hein, ça sent la surfacturation par Alain Flelou. Alors, à noter que comme Péju, Zicossar, Sarkozy, a lui aussi des gadgets, et notamment des lunettes de soleil, hein, au mois d'octobre. S'il gagne la primaire en novembre, ce sera distribution de serviettes de plage, hein, et pour les élections en mai, des moon boots. C'est-à-dire qu'avec Sarkozy, même le calendrier est en verlan. Hein, il va loin pour séduire les jeunes. Alors cette semaine, Jean-François Copé, en pleine interview, a été visé par un verre. Hein, c'est le seul à prendre l'apéro, mais dans la gueule. Après le tabagisme passif, Copé a inventé l'alcoolisme passif. Cette semaine, Jean-Christophe Cambadélis, l'un des derniers fidèles de Hollande sur un total de 1 personne, a dit avoir vu le président tomber amoureux des Français au long de son quinquennat. Moins on l'aimait, plus il nous aimait. On a le premier chef d'État SM. Je pense que si demain on le lâche, il nous offre la bague. Cette semaine, NKM a trouvé le moyen d'avoir facilement 4 personnes de plus dans son comité de soutien. Se placer devant un miroir. Voilà, c'est tout con, mais il fallait y penser. Cette semaine, Anne Hidalgo, maire de Paris, a osé la robe en cuir, du vrai cuir d'automobiliste parisien qu'elle a acheté en bord de Seine. Alors c'est inédit à l'hôtel de ville. Hein. Ni Jean Tibéri ni Delanoë n'avaient porté de cuir, ou alors sous leurs pantalons. On a l'impression, regardez, de voir une soirée coquine où 4 personnes sur 5 n'auraient pas reçu le carton d'invitation. Paris, c'est chaud. Enfin, cette semaine, Bruno Le Maire, le Robert Desnos de la primaire, auteur des rimes, le renouveau c'est Bruno, la primaire c'est le maire, s'est rendu au marché de Boulogne-Billancourt. Alors il s'est vendu lui-même, regardez, devant la boucherie. Donc on avait le choix entre, donc regardez, de la langue de veau, de la langue de bœuf et donc de la langue de bois. Hein, c'est le seul politique à oser entrer en concurrence, regardez à droite, c'est incroyable, avec une queue de bœuf. Il a confiance en lui, le bougre. Bref, quelle